Salut à tous, débrief de la semaine, Pablo. C'est parti, on y va, petit débrief. Bon, en fait la semaine, elle est un petit peu en attente du 1er mai, on va dire, du 3 mai, on va dire aussi, c'est-à-dire le retour du Conseil constitutionnel sur la demande d'un RIP, et puis en attente éventuellement des résultats de la proposition du groupe Lyotte à l'Assemblée pour abolir, voilà. Donc il s'est passé pas mal de choses, mais en même temps, un petit peu tout le monde est sur C'est les un... vacances. Voilà, c'est les vacances parlementaires. Les casserolades se sont bien installées, pom pom pom. Donc on va se dire qu'il y a un petit peu de discussion à l'intérieur de la gauche sur comment on comprend la situation politique et comment on l'aborde et qu'est-ce qu'on apporte comme réponse. Il y a eu plusieurs choses qui sont venues cette semaine. La première, je dirais, c'est qu'il y a une discussion sur est-ce que véritablement notre gauche est en panne? Est-ce que on n'exagère pas la progression de Marine Le Pen? Est-ce que en participant du discours de sa progression, est-ce que on n'est pas finalement on contribue pas à son installation et que donc on devrait faire attention de ne pas trop le dire parce que ça la banalise, ça installe dans les esprits cette idée qu'elle est le débouché de ce mouvement et qu'elle est la solution politique à ce mouvement. Donc là, il y a un premier niveau de débat, on va dire. Je pose un peu les trucs, puis on se les reprend après. Ouais. D'accord. Donc il y a cette première discussion sur il y a le feu au lac ou il n'y a pas le feu au lac. Deuxième niveau de discussion, l'élargissement, enfin l'acte 2 de la NUPES, c'est-à-dire en fait le groupe constitué par les 4 partis de gauche présents à l'Assemblée nationale, comment on le relance, comment on l'enracine, etc. Donc on sait que le 2 mai, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il y aurait un sommet à la NUPES, donc est-ce que c'est de ça dont il s'agit ? Est-ce que et finalement cet acte 2, qu'est-ce qui se dit à ce propos de cet acte 2 ? Je dirais pour aller vite, il y a deux discours qui s'entendent. Ceux qui disent il faut l'enraciner, le développer, l'installer dans les territoires, lui donner une consistance politique plus solide. Et puis un autre groupe qui s'oppose pas forcément d'ailleurs, mais qui dit on doit aussi interroger le périmètre de cette NUPES, c'est-à-dire il y a des tas de gens qui sont pas présents dans l'espace, soit du côté de, je sais pas moi, Besancenot, tu vois, le NPA. voilà, soit du côté Cazeneuve. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ne contestent la NUPES telle qu'elle s'est construite en juin et qui pensent que dans cet équilibre des forces, ça bloque la gauche dans son accession au pouvoir. Donc ça, c'est un deuxième groupe de questions. Puis il y a un troisième groupe de questions qui est de dire, oui, il y a bien un problème dans les relations entre le mouvement social et la gauche. Et ce problème, il est lié au fait que finalement, les relations entre la gauche et la société ont été très détruites et qu'il faut reconstruire ces relations, donc reconstruire les relations entre la gauche politique et les syndicats et les associations et le monde intellectuel et culturel. En fait, retrouver des médiations qui permettent que un mouvement social se construise et se traduise politiquement, ce qui était un peu naturel avant et qui aujourd'hui a perdu de son automaticité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une grande galaxie de gauche et que le mouvement social, il est lui-même politiquement assez éclaté et qui en tout cas, il n'y a pas de lien qui se fait naturellement entre lutter avec les syndicats et soutenir les partis de la gauche. Donc un peu ces trois. Enfin moi j'ai l'impression que ça commence un tout petit peu à se décanter et que tout ça ne s'oppose pas, mais que tout ça ça relève de réponses différentes. Alors, moi je souscris assez à tes trois problématiques. Enfin, je pense effectivement qu'elles sont structurantes. Avec quand même, je mettrais juste un bémol, c'est que
aujourd'hui, il existe des forces en présence, que sont dans le champ politique les partis, que sont dans le champ syndical les syndicats, dans le champ associatif les associations, et dans le champ intellectuel les intellos. Et que, pour l'instant, il y en a pas beaucoup. En fait, beaucoup plutôt résistent en fait à changer leur manière de faire. C'est-à-dire que, en gros, les syndicats, quand on leur dit, faut falloir un peu aller discuter avec le politique, parce que là, il y a le feu au lac, genre il y a le feu au lac, soit néolibéral, soit fasciste. Ils sont là, genre oui, enfin quand même, genre on se calme, genre on n'a quand même pas envie d'aller leur parler. De la même manière, enfin de l'autre côté, lorsqu'on regarde dans le champ politique et qu'on se dit bon effectivement il y a un problème de médiation, etc. Ou comment on fait pour reprendre le pouvoir, notamment au niveau de la présidence de la République ou de l'Assemblée nationale avec la gauche. Les partis politiques, et je pense notamment à celui qui a le plus le vent en poupe, enfin celui qui lors des 2 dernières élections présidentielles et législatives a fait les meilleurs scores, notamment dans les dernières législatives, la France Insoumise. La France Insoumise dit on a le programme en fait. On a notre liste, alors il suffit de l'étoffer, il suffit de le modifier, il suffit de, je sais pas, quand on dit on va refaire toutes les canalisations, mais on va dire on va faire toutes les canalisations, puis on va faire l'intérieur des canalisations en aluminium, et puis d'où va venir l'aluminium, et on va être de plus en plus précis comme ça, et c'est ça qui va nous permettre d'étoffer en fait notre arsenal pour répondre aux demandes de la population, et puis ensuite nous permettre de gagner. Je suis pas certain que ça puisse se faire comme ça. Ça c'est voilà. Je pense que c'est la question. Moi, je vais juste faire une réponse globale en fait à ce que tu proposes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a le feu au lac. Avec le Rassemblement national, que c'est pas du pipeau inventé par les sondages pour. Alors toi tu dis ça dédiabolise Marine Le Pen, mais la lecture qui est faite, c'est surtout ça dédiabolise Marine Le Pen, ça la fait monter, et du coup l'alternative c'est le centre ou le centre droit. En fait, c'est ça, c'est comme ça, hein, c'est la lecture qu'en fait une partie de la gauche, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour faire monter Macron comme alternative entre guillemets à Marine Le Pen ou Édouard Philippe ou je sais pas qui. Moi, je pense que aujourd'hui, le projet en fait tel qu'il a été élaboré par la gauche au sens large, ces on va dire 10 dernières années, il mérite d'être si ce n'est étoffé, au moins je sais pas redimensionné. C'est-à-dire que d'abord en 2016, lorsqu'a été produit par exemple ce qui a servi aujourd'hui de socle à la NUPES, c'est-à-dire l'avenir en commun, il s'est passé 7 ans, il s'est passé plein de choses, et il est juste en fait de dire on peut le remodifier. Mais que ensuite, et on l'a dit souvent ici, un programme c'est pas un projet, et qu'aujourd'hui le projet de la gauche il est un peu complexe. Enfin, je veux dire, il est un peu plutôt brumeux. On sait ce qu'ils vont faire, par exemple en matière sur des sujets très spécifiques, puisque effectivement c'est explicité dans le programme. Le seul problème c'est qu'on sait très bien à quoi ça sert un programme. Enfin, un programme avec aussi précis, comme ça a été celui par exemple de François Mitterrand en 81, ça sert principalement après à faire le jeu de toutes les trahisons, tu vois, à faire oui, ça il l'a pas fait, 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 parce que lorsque tu deviens président de la République ou présidente de la République ou que tu deviens majoritaire à l'Assemblée nationale, derrière il y a des dynamiques sociales, il y a des dynamiques politiques, il y a des dynamiques internationales qui font que tu peux être empêché. Et donc vaut mieux avoir un projet solide plutôt que une foultitude de propositions que tu ne vas pas forcément être en mesure de réaliser. Donc, il y a la question du projet. Alors, c'est quoi le projet de la gauche? Là, tout à l'heure, tu l'as un peu dit, mais tu as la proposition écolo, la proposition communiste, la proposition insoumise, la proposition socialiste. Tout ça étant plus ou moins flou, on va dire. Hein. La proposition socialiste, on en a parlé la semaine dernière. On sait pas trop ce que ça veut dire, la proposition socialiste. Moi, ce que je pense, c'est que avant que d'aller chercher Bernard Cazeneuve ou Olivier Besancenot, je pense que on peut estimer légitime de parler aux uns plus qu'aux autres. Mais enfin, voilà, on peut estimer légitime de leur parler. Mais déjà, construisons. En fait,
retrouvons-nous et disons-nous en fait qu'est-ce qu'on a à proposer, aux gens, enfin ou à nous-mêmes, hein, à la France, vers où on a envie d'aller. Quelles sont les idées forces en fait qui pourraient devenir structurantes dans notre façon de voir le monde, et à partir de là on pourra se projeter et dire on va regarder le casting, tu vois. Mais il faut pas procéder à l'inverse, tu vois, et dire et regarder la politique comme si c'était des parts de marché, et se dire ah alors il y a la part de marché extrême gauche qui est représentée par Besancenot, donc on va lui tendre la main, on va lui proposer un poste aux européennes ou je sais pas quoi, mais il y a aussi la part de marché social-libérale des potentiels déçus de Macron, donc on va aller lui discuter, mais pas trop parce que c'est quand même l'assassin de Rémi Fraisse et genre il a été ministre de l'Intérieur de Hollande et c'était horrible, etc. Mais quand même, il faut leur montrer que genre on peut quand même leur parler. C'est-à-dire que ce fonctionnement qui a été, c'est Jean-François Copé qui me l'a dit sur un plateau de télé, qui a été la plus grave erreur de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de penser en allant chercher Éric Besson et Kouchner, etc., il récupérait une partie de la gauche. Jean-François Copé a dit c'était faux. Il aurait fallu qu'on établisse un vrai gouvernement d'union nationale avec un contrat de gouvernement. Sous-entendu, lui dit contrat de gouvernement parce qu'il est de droite, mais en vrai, ils auraient élaboré un projet ensemble. C'est autrement plus compliqué que d'aller chercher 2-3 personnes. Hein. Ça aurait pu être consistant. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on refait un peu les mêmes bêtises, tu vois. Genre, on recommence à imaginer que des gens sont des idéologies à eux tout seuls et que, en gros, les inscrire dans des espaces suffit. On a vu et j'en terminerai là-dessus, on a vu dans les 6 derniers qui viennent de s'écouler, notamment avec l'émergence d'Emmanuel Macron, à quel point venir d'un parti ou venir d'un endroit de la société ne voulait plus rien dire une fois que, par exemple, tu deviens ministre d'Emmanuel Macron, t'as beau venir de la gauche ou de la droite, tu fais exactement la même chose. Tu fais ce que Emmanuel Macron te dit de faire. De la même manière, à gauche, on a vu ce que aujourd'hui, je veux dire, une partie des insoumis viennent des socialistes, du parti socialiste. Aujourd'hui, on peut pas vraiment dire qu'il y a des liens très très forts qui sont entre eux, même si un peu à certains moments, mais ce que je veux dire, c'est que l'endroit d'où tu viens est moins important que l'endroit où tu veux aller, et surtout la façon dont tu agis. Et que c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui se concentrer et pour établir un truc qui soit fondateur. Tu vois, genre un truc sur lequel on puisse discuter. Aujourd'hui, il y a rien sur lequel on puisse discuter. Bon, il y a ce programme de la Nupes qui est pas mal, hein. Enfin, genre, je veux dire, on va pas cracher dans la soupe, mais il me paraît déjà complètement obsolète. Plus personne d'ailleurs n'y fait référence à ce programme. Donc, redéfinissons la place des uns et des autres, y compris en dehors des 4 forces de la Nupes, pour essayer d'avoir une force propulsive et initier la dynamique que tu appelles de TV, la dynamique sociale qui se transforme derrière en politique. Alors, bon, je suis d'accord et t'as chaud. J'ai chaud. T'as Il bien est hyper parlé. chaud, mais j'ai un pull. Je suis d'accord avec à peu près ce que tu as dit. La question, c'est que pour pouvoir passer d'un programme à un projet, je pense que là, le travail, il est très compliqué et que ça demande du dialogue et du débat avec des gens qui sont porteurs d'idéologie, qui ne rassemblent pas, qui n'ont pas des parts de marché, mais qui ont des cohérences, des expériences, des pratiques, et que est-ce qu'on en a à faire quelque chose, et à ce moment-là, il faut débattre avec ces gens-là, ou est-ce qu'on considère que ce dont ils sont porteurs est nul et non avenu, et que ni par leur histoire, ni par leur interrogation présente, ni par ce qu'ils sont capables d'apporter comme contradiction, grain nouveau dans notre pâté, là,
est-ce que ces gens-là nous intéressent? Je pense que on a un tout petit problème de culture démocratique à développer. Là, je fais une incise, mais beaucoup mettent en cause en ce moment les institutions de la Ve République, qui sont tout à fait critiquables et qui doivent être changées. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est plus que les institutions de la Ve République, c'est un défaut de culture démocratique dont fait preuve le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se dire que pour construire ce projet, c'est-à-dire ces objectifs, ces moyens, ces forces politiques que l'on va unifier pour une transformation de la société, eh bien, on a besoin d'avoir des débats sérieux, profonds et écoutants. C'est-à-dire que moi, je crois que on sait des choses, mais je crois qu'on ne sait pas tout. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est qu'on veut plus ou qu'on ne veut pas de la logique sociale libérale, c'est-à-dire qu'on ne croit pas que la compétition, la compétitivité, l'efficacité, comment dire, calculée de manière étroite, soit la bonne façon d'envisager le monde dans ces enjeux d'aujourd'hui. Donc ça a plein de conséquences tout ça. Donc on sait qu'il faut réinventer, mais réinventer d'autres façons de faire société, d'allouer les richesses, de produire les richesses, d'avoir des finalités à ces richesses, etc. Enfin, tout ça, je pense qu'on ne sait pas. En fait, je pense qu'on en sait un peu, mais je pense qu'on ne sait pas tout. Et que, enfin, moi, je crois que la gauche a besoin de ce temps de débat et que l'urgent n'est pas de savoir qui a droit de participer au débat et qui doit en être exclu. C'est-à-dire que, pour l'instant, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Est-ce que ceux qui ont des choses à dire les disent et qu'on en discute? C'est-à-dire que, sachant que, y compris ceux qui sont porteurs d'une culture ou d'une expérience qui a échoué, hein, les sociolibéraux, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce débat, sur cette culture, sur cette pratique qui a été récemment au pouvoir et qui a échoué. Pourquoi ça a échoué? Qu'est-ce qui a échoué là-dedans? Et j'élargirai un tout petit peu parce que les communistes, on peut dire qu'ils ont aussi un tout petit peu de réflexion à mener sur leur conception de la transformation de la société, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Enfin, je veux dire, cette idée que le XXe siècle n'a quand même pas nourri tant de succès que ça, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, oui, au XXIe siècle, non, mais j'appelle 2020, je me disais. Donc cette troisième décennie du XXIe siècle, je pense qu'on a besoin de cette ouverture. Et moi, je trouve que la scène de délire qu'il vient d'avoir, parce que Clémentine Autain avait osé parler avec Bernard Cazeneuve dans Politis, c'est pas raisonnable, quoi. Franchement, c'est pas raisonnable. Parce que, d'autant qu'on peut pas dire qu'elle était tellement cool avec Cazeneuve. Dans l'entretien, oui, dans le cadre de l'entretien. Mais des gens se sont fâchés avant, se sont fâchés sur le principe même de parler avec Bernard Cazeneuve. C'est ça que je veux dire aussi quand je dis il y a peut-être un petit problème de démocratie, c'est que là il y a une culture démocratique qui fait un peu défaut, c'est-à-dire on a insulté Clémentine Autain comme c'est pas permis sur les réseaux sociaux. C'est bien la preuve qu'elle est une arriviste, que on peut pas lui faire confiance, qu'elle est voilà, enfin tous les défauts que l'on attribue aux femmes en particulier. Bon, bah non, quoi. Je veux dire qu'on a le droit d'être d'accord, pas d'accord avec ce qu'elle dit, et je ne vois pas pourquoi il serait exclu a priori l'idée de parler avec des gens qui ont été ministres d'un gouvernement qui a été celui de la gauche. Même si on a encore une fois que Clémentine a toujours combattu en plus. Oui. Même si on a des choses très dures à leur dire, hein. Je veux dire, leur échec a vraiment affaibli très durement même la référence à la gauche. Donc, et puis le Parti socialiste est moribond de leur échec. Donc il y a des choses très dures à leur dire. Mais on ne reconstruira pas la gauche en dehors de cette discussion franche
et durs, et pas en les écartant a priori de l'espace. Non, mais t'as tout à fait raison sur cette culture démocratique qu'il faut absolument on cajole, enfin qu'on Mm, construise, parce mm, qu'aujourd'hui on ne l'a pas et on dit toujours. Enfin, tout à l'heure tu me disais, on est là en train de critiquer la culture démocratique autoritaire, enfin la culture justement antidémocratique et autoritaire d'Emmanuel Macron, et on est en train de reproduire, qui exclut en fait, qui dit ah, bah, de toute façon les extrêmes, c'est comme ça qu'ils nous appellent, on ne veut pas parler avec vous, les islamo-gauchistes, je sais pas quoi, et nous on est en train de reproduire exactement la même chose. C'est-à-dire que, et encore une fois, je reprends tes mots de tout à l'heure, hors caméra, hors champ. Tu disais, il faut que on laisse en fait cette culture autoritaire de l'insulte, etc., en dehors du champ de la gauche. Bon, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, juste sur Bernard Cazeneuve, un petit point, c'est que, à mon sens, il y a d'autres personnes à gauche qui représentent aussi le social-libéralisme et qui sont moins le symbole que c'est ça aussi qu'ont attaqué les gens, c'est le symbole en fait de Bernard Cazeneuve, parce que il est symbole de deux choses. C'est d'une part la mort de Rémi Fraisse, c'est comme ça qu'il est appelé en fait par des militants de gauche et même des militants, enfin je veux dire des mm. députés, hein, enfin ils disent l'assassin de Rémi Fraisse, c'est comme ça qu'ils se réfèrent à Bernard Cazeneuve. Donc il y a cette douleur là dont Clémentine a énormément parlé et sans mâcher ses mots Mm. dans l'entretien. Et la deuxième chose, c'est que il est aussi considéré comme l'un des points de départ de la folie de maintien de l'ordre entre très gros guillemets qui est devenue de la répression policière dans les années entre 2015-2016 quand il y a eu les grosses mobilisations contre les lois Macron et la loi du travail de Myriam El Khomri. Et ça, les nassages, les machins, enfin toutes ces techniques en fait ont été testées à ce moment-là et par Bernard Cazeneuve, il était aux manettes à ce moment-là. Donc il est aussi considéré comme l'initiateur ou le point de départ de ça. Et que c'est pour ça, j'explique juste pourquoi il y a une partie de la gauche pour qui il est épidermique de mentionner juste le nom de Bernard Cazeneuve. Après, j'avais un autre point, oui, sur la question du projet. Il y a, parce que je sais ce qu'on va nous dire, il y a des gens qui nous disent, enfin, le projet c'est très simple. C'est anticapitaliste, féministe et écologiste. Et puis voilà. Et puis genre Mm. là, on a résumé tout. Et voilà, une fois qu'on a dit que caca, pipitalisme, c'est nul, qu'on a dit qu'il fallait absolument être écologiste, certains ont l'impression qu'on a terminé la réflexion sur le sujet. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. On sait que genre notre inscription dans genre une économie mondialisée, qui est une économie capitaliste, ben elle est difficile à remettre en question. Enfin, à la fois l'horizon en fait qu'on propose alternatif au capitalisme dans un monde qui est sous la férule du capitalisme, enfin dont les règles sont dictées par le capitalisme, bah c'est complexe. Enfin, je sais pas, on va pas faire une alliance avec la Corée du Nord, hein, enfin, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, je sais pas comment on y va. Tu vois, je sais pas comment est-ce qu'on sort de tous les traités, de tous les machins. Je veux dire, en plus, les réponses qui sont proposées sont très différentes entre si tu t'adresses aux altermondialistes ou si tu t'adresses aux souverainistes. Et les deux existent dans la gauche. Et ceux qui disent bon, on va fermer, c'est très simple, hein, pour sortir du capitalisme mondialisé, il y a qu'à fermer les frontières et puis voilà, on fera notre lait, notre blé et puis on se débrouillera tout seul. Ah, d'accord, mais genre déjà là, tout ce qu'on a autour de nous, il y a rien qui est fait en France, donc comment on va faire est-ce que c'est souhaitable? Enfin, je veux dire, et il y a des débats très très forts à avoir, et ces débats ne sont pas posés sur la table. Et sur la question énergétique, sur la Bien question, sûr. voilà, en fait toutes ces questions. Donc il ne faut pas croire en fait que c'est simple, que sous prétexte qu'on est anticapitaliste et écologiste et féministe, c'est bon, on a trouvé, Oui. on a la martingale. Voilà, c'était les deux Bon, choses que je voulais dire. il faut savoir ce que ça veut dire. Exactement, C'est pour ça qu'il y a quand même un peu une articulation entre le projet et le programme. C'est-à-dire que quand exactement, même, exactement. le programme est une manière aussi de raconter, mais il faut être capable de raconter le C'est projet. les voies et C'est-à-dire que moyens. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est certain que le débat qu'il doit y avoir à gauche, il porte sur les objectifs, sur le projet, Hum. sur qu'est-ce qui mobilise notre société, comment on la mobilise, et puis ça doit pouvoir se décliner en choses relativement concrètes. Et c'est vrai que tu viens de citer deux enjeux essentiels, hein, le rapport à la mondialisation et la question de l'énergie.
c'est pour moi qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas au bout de nos peines, Mmh, quoi. Tu vois. exactement. Donc là, il va falloir que ça débatte et que ça trouve, je sais pas si c'est des moyens, des compromis ou des solutions nouvelles. Des récits. Des oui, récits. Enfin, non, qu'on mais construise ce que des je veux dire, récits, c'est tu qu'il vois. je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à solutionner les problèmes. Il ne faut pas simplement faire du compromis, il faut aussi arriver à être dialecticien, c'est-à-dire trouver dans la contradiction une réponse nouvelle qui, voilà, bon, bref. Dernier petit point qui est quand même un point d'actualité. Le lundi 1er mai, donc, il y a c'est la journée des travailleurs et des travailleuses. Va y avoir a priori beaucoup de monde, hein, si je me réfère à la fois à la CGT et à la préfecture. Les deux, on dit que ça va être très important. On va voir à quelle hauteur ça va être important, puisque c'est ça un peu qui va donner le là de la semaine ensuite. Mais surtout, et alors moi c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu quand même, c'est que j'écoute ce que disent à la fois les politiques, les associatifs, notamment Attac, qui est très en pointe sur les casserolades, et les syndicats. Et quand on leur pose la question, bon, après le 1er mai, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, tous ils répondent, bah ça va continuer, donc ça c'est au mieux. Et puis sinon, il y a ceux qui répondent, bah on sait pas trop. Hein, pour l'instant, on est mobilisé sur le 1er mai. Bon, et c'est vrai. Hein, genre là, il y a un vrai objectif de ramener plus de monde dans la rue, qu'il y ait, je sais pas, 3, 4, 5 millions de gens dans la rue. Mais j'avoue que même s'il y a 5 millions de gens dans la rue, comme ils nous le disent en permanence, les gens du gouvernement, ils vont écouter, ils vont respecter, ils vont entendre, ils vont machin, ils ne vont surtout rien faire. Donc, il va rien se passer du côté du gouvernement, même s'il y a 5 millions de gens dans la rue. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à casseroler, mais bon, ça, je pense que ça peut durer longtemps, hein, parce que mine de rien, juste un petit point sur les casseroles, il faut pas grand monde, en fait, pour faire chier un déplacement. On a vu un déplacement ministériel, t'as 30 personnes avec des casseroles et ils font chier tout le monde, les caméras les regardent, donc ça peut être systématique. Ça fait du bruit, exactement. Donc ça peut durer, surtout que, en fait, ils sont dingues et ils interdisent des périmètres, ils interdisent les casseroles. Donc il y a une tension aussi qui se fait au niveau de la justice qui est assez intéressante aussi, parce qu'ils vont trop loin, en fait, du côté du gouvernement et des arrêtés qu'ils signent. Donc, bon. Mais ça, c'est pas non plus une fin en soi, je veux dire, de les empêcher de se déplacer et de faire du bruit. Donc, va falloir trouver un moyen. Après, moi, ce que j'entends aussi, c'est Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui leur rappelait... Ah non, pas la patronne. Pas la patronne, pardon. T'as raison. La secrétaire nationale de la CGT, qui le rappelait hier à la radio. Secrétaire confédérale de la CGT, qui le rappelait hier à la radio. Et elle disait... on lui disait, mais qu'est-ce que vous allez faire à part les casseroles, là, machin? Et elle disait, mais vous savez, les travailleurs et les travailleuses, ils sont pleins d'inventivité. Et c'est même pas à elle, en fait, en tant que patronne, non, je rigole, en tant que, voilà, leader, elle a dit, c'est pas à moi, en fait, de trouver les voies et moyens pour continuer à exprimer la colère et à demander le retrait de la réforme des retraites. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses parce que là, les gens se parlent, les gens en parlent énormément. Hein, enfin, et les gens vont trouver des moyens dans leurs entreprises, dans leurs services publics pour s'opposer, en fait, à ce gouvernement qui continue à rester sourd à toutes les demandes du peuple. Donc, ouais, elle a raison. Et là, on voit bien que c'est en train de se profiler avec les cartons rouges à la finale de la Coupe de France. Coupe de France, ouais. Donc carton rouge, c'est ce soir, demain, je sais plus c'est quand. C'est ouais, samedi soir. Ouais. Samedi soir. Donc il va y avoir. Moi, ce qui m'étonne, par exemple, c'est qu'il y a cette espèce de mot d'ordre qui court dans les réseaux sociaux. Pas de retraite, pas de JO. C'est-à-dire que l'idée que s'ils lâchent pas sur ce truc-là, cet événement considérable que sont les Jeux Olympiques, pourrait être compromis. Et puis il y a plein de façons de compromettre. Hein. On peut ralentir les chantiers. On peut ne pas conduire les transports en commun au moment des Jeux Olympiques. Enfin bon, il y a un truc bizarre, mais c'est que les transports en commun, on peut pas mettre des militaires à la place pour remplacer les conducteurs de bus s'ils se mettent en grève. Donc cette espèce de menace qui est en train de monter
sur les Jeux Olympiques. Je pense que ça va commencer à être sérieusement pris, écouté là-haut. Mais je pense qu'elle a parfaitement raison, hein, Sophie Binet. C'est pas à la CGT de décider, ni même à l'intersyndicale. Ils peuvent proposer des rendez-vous, ils peuvent essayer de rythmer le truc. Et de toute façon, Macron, il nous a donné déjà un premier objectif, hein, c'est le 14 juillet. Donc d'ici le 14 juillet, ça va continuer. Il y a rien rien ne va changer d'ici le 14 juillet. Je voulais dire un truc sur le 1er mai, c'est que c'est un rendez-vous intéressant parce que c'est le grand défilé, c'est la fête des travailleurs, le 1er mai. Et le 1er mai, tu as les syndicats, tu as les organisations politiques, tu as les organisations politiques françaises et internationales. C'est-à-dire que c'est la manifestation du 1er mai. Tout à l'heure, je parlais de ce problème de médiation entre le mouvement social et la politique. Alors cette médiation, elle est à reconstruire, à réinventer. Elle a été très très mise à mal dans ses relations, voilà, entre la politique qui s'est beaucoup institutionnalisée et coupée du terrain, les syndicats qui se sont beaucoup méfiés des politiques, les syndicats quand même qui se sont rassemblés, rapprochés du monde associatif davantage, le monde intellectuel qui s'est beaucoup mis en distance à l'égard du politique, la presse qui essaye de vivoter et de s'en sortir, bref, tout cet univers qui permettait de faire les liens entre les luttes et le débouché politique, toutes ces relations qui ont été coupées dans le temps, il va falloir les reconstruire. Et on va les reconstruire par plein de biais, des initiatives politiques, des initiatives certainement des acteurs de tout cet espace-là, donc de la presse, des syndicats, etc. Mais le 1er mai, dans la rue, ça s'organise, ça se rencontre, ça se voit, ça se met en scène. Donc je pense que c'est un des enjeux aussi du raccord très fort qu'il peut y avoir de façon claire, manifeste, entre une lutte sociale et un projet politique porté par les organisations de gauche. Bon, ça va évidemment pas régler le problème, mais disons que je pense que ça fait partie des enjeux en ce moment où il y a quand même une certaine difficulté. Ouais, comme un plafond de verre, un blocage. Ouais, et puis un mouvement social qui, pour l'instant, ne trouve pas de débouché naturel du côté de la gauche, et on peut même dire qu'il se divise en deux, entre ceux qui se disent qu'ils vont aller se venger en votant Marine Le Pen, et ceux qui vont s'abstenir, et ceux qui pensent que la gauche est leur famille ou leur débouché naturel. Donc, il y a quand même cette question de la reconstitution de ce lien, et je pense que ça fait partie des enjeux du 1er mai, mais en subliminal aussi des enjeux internes aux syndicats dans leur rapport avec le projet politique, qui n'est pas le projet politique au même sens que les partis, mais qui leur permet d'être des interlocuteurs dans l'élaboration d'un projet politique pour la société. Bon, en tout cas, quand même, la dernière chose importante, tous dans la rue, le 1er mai. Partout où vous êtes. Hein, il y a des mobilisations partout en France. Vous allez sur le site de la CGT, il y a tous les points. Oui, je crois qu'ils annoncent 400 rendez-vous. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein. Exactement, ça va exactement. vraiment bien. Et si vous n'êtes pas dans Paris, venez à Paris, parce que c'est quand même le nombre de gens à Paris, c'est toujours le premier nombre, un chiffre en fait qui est hyper important et sur lequel ensuite ils calculent. Je le vois à la télévision, le nombre de gens à Paris annoncé par le ministère de l'Intérieur. C'est le truc sur lequel ils se concentrent, parce qu'ils ont du mal à ajouter très rapidement les 400 points en France. Enfin, encore que là, on a bien vu que ce qui a fait la puissance du truc, c'est précisément la multiplication. Bon, sortez partout. Voilà, sortez partout dans la rue, genre avec vos pancartes, etc. Allez-y, où vous soyez. Lundi. Ciao.